Amis des photocoupleurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler justement des photocoupleurs. Le photocoupleur, c'est un composant que j'aime beaucoup parce qu'il a plusieurs possibilités, des fois très intéressantes, et pas forcément simplement le rôle d'isolation pour lequel on l'utilise quand même le plus souvent. Alors, c'est quoi un photocoupleur? Un photocoupleur, c'est typiquement un assemblage, on voit ici schématisé, d'une source de lumière, généralement une LED, et d'un phototransistor. Un phototransistor, c'est un transistor en fait dont on va dire quelque part la base, au lieu d'être commandé par un courant, est commandé par la lumière. Donc en interne c'est couplé comme ça, mais ce qui est très intéressant dans un photocoupleur, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle l'isolation galvanique. On voit que si on mesure avec un ohmmètre entre les deux côtés ici, on ne trouvera qu'une résistance, en théorie infinie, peut-être extrêmement élevée. Ça permet donc d'avoir ce qu'on appelle l'isolation galvanique entre les deux. La raison principale pour laquelle on l'utilise, c'est ça. Alors ça se présente sous différentes formes. Historiquement, ils ont très souvent été présentés dans des boîtiers comme ça. Là, on en voit un peu ma collection. Mais des fois, par exemple ceux-là, on voit qu'ils sont beaucoup plus longs parce qu'ils tiennent une tension plus élevée. Il y en a aussi en CMS, de plus en plus il y en a qui n'ont que 4 pattes, parce que c'est vrai que souvent, comme on voit dans les boîtiers à 6, il y en avait 2 qui n'étaient pas utilisés. Enfin bon, ça prend un peu toutes les formes qu'on veut. Et aussi, il y en a qui sont double, triple, quadruple. Bon, ça permet de mettre dans un seul boîtier plusieurs modèles. Et il y a aussi, bien sûr, ici des tas de variétés. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les photos Triac, mais il y a des photos Thyristor, des photos Darlington qui ont plus de gains. Enfin, il y a aussi des tas de systèmes où ici, il y a directement une porte logique, ce qui garantit derrière des niveaux directement bien mis en forme, TTL, CMOS. Enfin bon, de façon générale, c'est un petit peu ça le principe. Alors, c'est quoi l'utilisation vraiment pourquoi il y a des photocoupleurs? Comme j'ai dit, c'est bien pour faire ici une isolation. Et un des rôles où on les voit les plus souvent, c'est dans les alimentations. Dans les alimentations modernes à découpage. Et voilà en fait un peu schématiquement une alimentation. Et on voit que le principe, c'est que ici, bon là c'est un Triac, enfin ça pourrait être un découpeur n'importe quoi. Il y a un système ici qui va piloter le primaire d'un transformateur, haute ou basse fréquence. Et ce transformateur assure l'isolement. Donc il y a ici un couplage magnétique pour le transfert d'énergie entre le primaire ici et le secondaire. Et ce système-là, il faut le réguler. En effet, l'idée c'est de se dire, si à un moment donné ici j'ai trop de tension ou pas assez, il faut moduler ici le signal pour l'ajuster. Donc c'est ce qu'on appelle un système asservi. Et l'idée, c'est que l'information ici du niveau de tension, on va le renvoyer ici au service de commande. Mais comme on a tout fait ici pour avoir un isolement galvanique, si ici on faisait un fil direct, on perdrait cette isolation. Donc l'idée souvent c'est qu'ici on va mettre un photocoupleur qui va donc transférer l'information ici de savoir si la tension est trop haute ou trop basse par rapport à ce qu'on veut. Et ici l'isolation est faite par la lumière. Donc ici on voit très bien deux façons en fait d'isoler. Ici une isolation magnétique mais qui permet un transfert d'énergie important. Ici une isolation par la lumière qui permet un transfert d'énergie beaucoup plus bas, mais on s'en fout. Ici c'est pas de l'énergie qu'on veut transférer, c'est de l'information. Donc voilà, et ça, on va retrouver ça dans quasiment toutes les alimentations à découpage, et c'est souvent des petits photocoupleurs comme ça qu'on trouve pour faire ça. Mais ça a quand même beaucoup d'autres utilisations. Une autre utilisation, par exemple, ici on voit classique, c'est ici de vérifier le courant. Là, par exemple, on a un montage qui est isolé, mais souvent, ce qu'on veut, c'est pas forcément avoir l'isolation galvanique entre les deux, c'est simplement que c'est très pratique de découpler ici les niveaux, parce que quelque part on peut voir le photocoupleur comme un transistor dont la commande de base serait pas commune avec l'émetteur. En fait un transistor de base comme ça a 3 connexions et on voit bien que ce qui compte c'est le courant qui passe dans la base, mais qui passe dans la base par rapport ici à l'émetteur. Donc en fait c'est un courant qui passe comme ça. Donc on peut voir le photocoupleur comme un transistor dont le courant passe comme ça et n'a pas de rapport ici avec l'émetteur. C'est un transistor isolé si on veut. Et très souvent, moi je l'ai très souvent utilisé dans cette optique-là, ce qui permet d'avoir des niveaux différents sans forcément vouloir à tout prix le côté isolation galvanique. On va le trouver aussi pour faire des isolations de système.
pour éviter des boucles de masse par exemple, pour isoler un ordinateur d'un système de mesure, ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un composant qui est assez simple à utiliser, et dont dans les caractéristiques, on va retrouver un peu un truc hybride. On voit que c'est à la fois une LED et un transistor, donc on va retrouver à la fois les caractéristiques un petit peu de la LED, et un peu les caractéristiques des transistors, et après les caractéristiques qui sont propres à tout photocoupleur. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un photocoupleur très très connu, qui s'appelle le PC817, qu'on retrouve dans beaucoup de montages, et de regarder un petit peu ce qu'on appelle le datasheet, la feuille des caractéristiques, pour regarder un petit peu ces caractéristiques, à quoi elles correspondent, et comment justement ça peut permettre de choisir un photocoupleur. Alors, voici le datasheet d'un photocoupleur donc très connu, le PC817, fabriqué par Sharp, mais bon, on en trouve plein d'équivalents. Et je crois qu'il est relativement très typique. Donc, comme toute datasheet ici, on va trouver les choses les données principales. Alors, on va voir qu'une des données principales, c'est ce qu'on appelle le CTR, le Current Transfer Ratio, qui quelque part est l'équivalent du gain d'un transistor. En gros, plus le CTR sera haut, plus il sera élevé. On va voir que le CTR, c'est le rapport qu'il y a entre le courant qui passe dans la LED et le courant qui passe dans le transistor. Après ici, on voit qu'il existe en manuel, en simple, double, triple, quadruple. Enfin, c'est le même en fait dans un même boîtier. Et alors ça m'a toujours fait un peu rigoler. Dans les datasheets, ils mettent souvent les applications, mais bon. Je trouve que c'est vraiment parler pour ne rien dire. Il y a peut-être des circuits qui ont des applications vraiment spécifiques. Enfin bon, photocoupleur, il marche pas tout. Enfin bon, on va dire que c'est commercial. Donc là, comme dans tous les datasheets, on a le brochage et ici les différentes dimensions. Enfin là, ils ont tout mis ensemble. Enfin bon, ok, ça, on voit bien que c'est les modèles. Alors, dans une datasheet, quelque chose qui est très important, c'est les absolute maximum ratings. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment les valeurs à pas dépasser, c'est sous peine de carrément cramer le truc. Absolute, c'est bon, ça veut dire que si vous dépassez ça, vous allez bousiller le circuit. Donc, là, on va retrouver, comme je vous ai dit, le côté LED. C'est-à-dire que si on fait passer plus de 50 milli dans la LED, elle peut être endommagée. En pic, il ne faut pas que ça dépasse 1 ampère. Ça, c'est le courant en permanence. Ça, c'est le courant pic qu'on peut avoir en poussée. La LED ne supporte pas une tension inverse de plus de 6 volts. Sinon, il va se passer ce qu'on appelle un claquage, un truc un peu d'avalanche, et qui peut très bien l'endommager. Et il ne faut pas, en gros, que la puissance totale à l'intérieur dépasse 70 milliwatts. Donc voilà, ça c'est vraiment les trucs. On retrouve exactement ça dans les datasheets d'une LED. Ici, au niveau de la sortie, on va retrouver des choses qui sont propres des caractéristiques d'un transistor. La tension maximum entre le collecteur et l'émetteur. C'est-à-dire qu'ici, dans un sens, il ne faut pas qu'on dépasse 35 volts, et dans la polarisation inverse, ici on voit que c'est entre collecteur et émetteur, ici c'est entre émetteur et collecteur, donc en fait c'est le sens de la tension, 6 volts. Donc ça, on retrouve ça aussi dans les transistors, sachant que pareil, si on dépasse ça, et si on ne limite pas le courant, il va passer, on va se mettre en court-circuit quasiment, et ça va tout bousiller. Et ici, comme dans un transistor, il ne faut pas dépasser 50 mA dans le transistor, et sa puissance 150 mW. Donc voilà, ici on retrouve vraiment ces choses-là. Quelque chose qui est très important dans un photocoupleur, c'est la tension d'isolation. 5000 volts, ça veut dire que la tension entre le transistor derrière et la LED, on a vu qu'ils sont normalement isolés, donc ils peuvent être à des potentiels différents, à condition que ça ne dépasse pas 5000 volts. Là, le champ électrique va être tel que il va se produire un claquage, et ça va aussi le bousiller. On voit quand même que c'est une tension très élevée, mais ça veut dire qu'imaginons qu'on a beau avoir protégé l'entrée d'un circuit avec ça, et que je sais pas moi, il y a un éclair, un truc qui fait une tension de 100 000 volts, et typiquement le photocoupleur, ça ne protégerait pas forcément. Après, on a la gamme de température. Voilà, faut pas une marche de moins 30 à 100 degrés, et la température de soudure. Donc ça c'est quelque chose qui est très important dans les datasheets. C'est vraiment les trucs à pas dépasser, mais il ne faut pas dire que ce truc là, c'est bon, je peux mettre 50 mA dans la LED ou dissiper ça. C'est vraiment, on va dire, les limites à pas dépasser, mais généralement on s'arrange toujours pour garder un peu de marge et être en dessous de ces limites. Alors après, on va retrouver ici les trucs les plus importants. Donc là,
On va trouver quelque chose qui est propre, qu'on retrouve dans les LED en fait, hein, c'est la tension en mode passant. En fait, ça veut dire que ici, quand on fait passer 20 mA dans la LED, la tension à ses bords sera compris entre 1,2 et 1,4. Voilà. Alors ça, ils mettent pas de minimum, parce que à la limite, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les datasheets. On s'en fout un peu de la tension minimum généralement, ce qui compte plutôt c'est la maximum. Mais c'est toujours un peu bizarre hein, dans les datasheets. Des fois aussi, s'ils le mettent pas, c'est pas. Enfin, eux ils considèrent que c'est pas important, mais c'est surtout que généralement ils n'arrivent pas bien à la garantir, donc ils mettent pas. Enfin, les datasheets, faut jamais oublier que les mecs qui fabriquent des. Enfin, les sociétés qui fabriquent des composants, elles sont là pour faire du commerce, elles regardent ce que font la concurrence et elles évitent de mettre trop en avant les trucs qui sont pas terribles quoi, ou qui peuvent pas tenir. Donc c'est un mélange hein, de datasheet subtil d'informations réelles, supposées, commerciales ou présentées de la façon qui va bien pour avoir l'air mieux que le concurrent. Donc faut faire un petit peu attention à la façon dont on lit. Ensuite, voilà, au niveau pic, on peut aller jusqu'à 3 volts, ça veut dire qu'on va travailler en impulsion. Ça, c'est le courant fuite inverse de la LED, hein, c'est-à-dire que normalement, bah, c'est comme une diode, donc elle passe le courant d'un sens, pas dans l'autre, donc là, c'est des microampères. Et aussi, donc, bah, sa capacité, qui va en particulier limiter, enfin, c'est un des facteurs qui va limiter la bande passante. Collecteur d'arc courant, en gros c'est le courant de fuite du transistor, c'est-à-dire quand la LED n'est pas alimentée, quel courant passe entre le collecteur et l'émetteur. Bah, ici on voit que c'est 10-7 ampères, qui donc est un courant très très faible, hein, on l'appelle le courant d'obscurité dans les phototransistors, parce que justement en gros on ne peut pas faire moins que ça dans la mesure où il n'y a pas de lumière du tout. Le fameux CTR, hein, donc comme j'ai dit, qui est très très important, et qui, ici, bien sûr, et pas, on va le voir, n'est pas linéaire. Donc en fait, on va dire, là, si on met 5 mA dans la LED avec une tension collecteur émetteur de 5 volts, il est compris entre 5 et 50 et 600%. Donc là, on voit qu'il y a une dispersion extraordinaire. Hein, dans le datasheet Minimax, ça veut dire que dans un lot donné de phototransistors que je vais acheter chez ce fabricant-là, c'est tout à fait normal que j'en mesure un à 50 et l'autre à 600. C'est un range extrêmement important. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un montage calculé avec un truc comme ça, il faut vraiment que votre montage, si vous voulez qu'il marche quel que soit le photocoupleur que vous mettiez, bah, il soit très très tolérant par rapport à ça. Alors dans les montages qu'on a vus, il y en a où c'est pas tellement important, parce que s'il marche en régime de saturation, on s'en fout un petit peu, on va mettre tellement de courant dedans qu'on aura toujours assez. Mais dans certains cas, ça peut quand même être gênant. Et alors après, ça arrive des fois, être obligé de les trier. Pendant des années, ça s'est fait dans l'industrie électronique où on achetait un modèle, puis comme on ne trouvait pas ce qu'on voulait, bah, on les triait pour avoir que ceux qui étaient dans un range donné ou quelque chose comme ça. Enfin, on voit ici vraiment, c'est quelque chose de très important le CTR, mais on voit ici qu'il a une très grande dispersion. Ici, bah ça c'est un truc qu'on va retrouver sur tous les transistors, on l'a déjà vu, hein, c'est la tension collecteur-émetteur quand il est saturé. Donc ici, bah, on met toujours les conditions. Hein. Je vous rappelle que tous ces paramètres-là, ils sont tous interdépendants. Donc donner un VCE-SAT comme ça, absolu, ça ne veut rien dire. Ça a du sens que dans des conditions données qui sont données bah, ici. La résistance d'isolation. Donc ça, en fait, bah, ça on ramenait en onde entre l'entrée et la sortie. Donc c'est donné pour quelle tension ça a été mesuré. Donc là, 500 volts. Et aussi en fonction de l'humidité, parce que l'humidité va jouer dans la mesure où elle va un petit peu imprégner le boîtier et ça. Donc là, voilà, ça c'est ici. Floating capacitance, donc ça c'est la capacité parasite entre l'entrée et la sortie. Donc on voit qu'elle est assez faible. Cut-off frequency, en gros c'est la fréquence maximum d'utilisation. Alors c'est toujours relativement bas sur les photocoupleurs, hein. C'est des photocoupleurs très rapides, c'est pas facile à trouver et ça coûte très cher. Et ici, bon voilà, que en gros c'est 80 kHz. Après, ben, le temps de réponse va s'effondrer et le gain aussi, hein, le CTR va vraiment se casser la gueule. Et là, on voit les temps de montée et temps de descente.
données. On voit qu'ils sont à peu près symétriques ici, pareil, à ce niveau. Donc voilà, ça c'est très intéressant. Ouais, ça donne les caractéristiques principales, parce qu'il y en a plein d'autres. Hein, sur un truc comme ça, comme sur un transistor, on peut mesurer des tas de trucs. Mais grâce à ça, ça peut permettre de regarder si le photocoupeur est adapté à ce qu'on veut faire, et ça va permettre de calculer les circuits qui l'utilisent. Ici, on voit justement qu'il y a déjà des lettres, hein, ABCD, et que ici, comme je vous disais tout à l'heure, le CTR, eh ben, il est déjà un peu pré-trié. En gros, on a vu ici que le CTR il variait entre 50 et 600%. On peut acheter des modèles ABCD qui sont déjà triés par le constructeur, qui déjà les trie un petit peu. Donc ça, en fait, c'est des variantes. Alors, je ferai un jour une vidéo sur ces notations, les lettres et tout. C'est une vraie jungle. ABCD, c'est toujours des variantes qui rajoutent à la référence. Maintenant, ça veut pas forcément. Enfin, ça montre des variations où on ne sait jamais de quoi. Donc ici, typiquement, c'est le CTR. Donc là, on trouve ça sur un petit peu les modèles. Après, on va regarder les différentes courbes. Bon, celle-là, rapidement, c'est en gros comment le courant baisse, le dérating du courant avec la température. Là, mais de toute façon, on voit que ça ne marche plus au-delà de 100 degrés. Là, quelque chose qui est très intéressant, c'est le current transfer ratio selon le forward current. Ça veut dire, en gros, c'est la variation du gain selon le courant qui passe dans la LED. Et là, on voit quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est pas linéaire du tout. Imaginons qu'on voudrait faire un ampli linéaire avec isolé avec un photocoupleur. On voit qu'il faudrait le faire travailler ici dans une portion peut-être ici ou là, où il est relativement linéaire. Si on le fait marcher sur toute le range ici, c'est pas linéaire du tout. Donc, au moins, il faudrait le faire marcher entre 5 et 10 par exemple. On aurait quelque chose d'assez linéaire, sinon on voit que c'est pas du tout linéaire. C'est pareil, si on le fait marcher en saturation, c'est pas très gênant, mais ou dans une boucle de rétroaction, c'est pas non plus trop forcément gênant. Mais ça peut être... enfin ici, selon ce qu'on veut faire, c'est quelque chose de très important. Ensuite, bon là, c'est les variations du courant dans la diode en fonction des différentes températures. Bon, ça, c'est assez classique. Là, on retrouve les choses qui sont aussi très classiques au niveau du transistor. Hein, c'est les courbes de Kellogg qu'on a l'habitude de voir. Là, la variation du CTR en fonction de la température. Donc là, c'est pareil. On voit que ça varie et de façon plus ou moins linéaire selon l'endroit où on est. Donc ça, tout dépend. Ça a de l'importance. Donc ça, tout dépend comment vous voulez que votre montage fonctionne, et dans quelle range de température vous voulez qu'il fonctionne. Ça peut éventuellement jouer. Ici, c'est pareil, on va pas tous les voir, mais on retrouve en fait toutes ces courbes un peu intéressantes hein, qui montrent la variation aussi du courant collecteur sur la température, variation du courant d'obscurité, on voit qu'il varie quand même, donc quelque chose de très important en fonction de la température. Il passe de 10-11 à 10-6. C'est pas une paille quand même. Hein. Là, rappelez-vous la vidéo que je vous ai fait sur les échelles logarithmiques. On a l'impression que c'est linéaire, ça ne l'est pas du tout. Hein. Ici, c'est une échelle logarithmique. Donc ça varie ici dans un rapport qui est vraiment hyper important. Ce courant de fuite en fonction donc, de la température. Et ici, on a aussi les variations du temps de réponse et de la fréquence. Donc voilà, après ils montrent un peu dans quelles conditions ils ont mesuré tout ça. Et voilà ce qu'on peut voir ici sur ce datasheet. On voit que ce datasheet il est intéressant parce qu'il donne quand même les trucs principaux, des courbes il peut y en avoir plus. Méfiez-vous toujours de ce que je viens de vous dire. Vous voyez, des fois les échelles sont linéaires, ici elles ne le sont pas, elles sont logarithmiques et ici logarithmiques dans les deux sens. Donc ça paraît linéaire, ça ne l'est pas. Il faut faire attention à ce qu'on compare. Enfin voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Grâce à ça, j'espère que vous en saurez un petit peu plus sur les photocoupleurs et la façon de lire les datasheets. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.